La dernière ligne droite de votre pays matin, ça passe vraiment très vite tous les matins les amis, prudence sur les routes, je sais que peut-être que vous êtes en retard, qu'il y a des embouteillages, que vous êtes un peu agacé, qu'il fait chaud et qu'on vous envoie tout plein de messages commençant par tu es où ? Ouais, vous savez quoi ? Ne répondez pas, prenez le temps, respirez un grand coup et écoutez le dernier grand journal de la rédaction de Radio Pays présenté par Arnaud Biarritz-Serder. Rebonjour Arnaud. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Nous commençons par les titres. Dans l'actualité de ce mardi 10 septembre, les députés de Guyane réagissent suite à la publication d'un rapport sur les carburants visant la SARA. Ils pointent une opacité sur les prises effectuées par la SARA et ce avec la complicité de l'État. Parmi les propositions formulées dans le rapport, l'arrêt de l'activité de raffinage, impensable pour son directeur général Olivier Cotta. On y revient dès le début de ce journal. Et puis jour de grève nationale des enseignants ce mardi. Pendant ce temps, hier à Matoury, c'est une classe qui a été saccagée et un professeur visé par des menaces de mort, provoquant la consternation de l'équipe pédagogique et du maire, Serge Smock, que vous entendrez. Et puis enfin, à Saint-Laurent-du-Maroni, Kamala Gulli Connect aura prochainement des locaux tout neufs, de quoi étoffer l'offre de formation et la capacité d'accueil de ce campus connecté. On parlera également de sport, du changement à la tête de la Ligue de basket. Alain Anissette nous dira la direction qu'il compte prendre durant son mandat. On y revient à la fin de ce journal. Voici le 8h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Vous savez quoi Arnaud ? S'il y a une personne qui peut nous corriger sur les titres que nous donnons, c'est bien DJ Fano qui m'a dit que ce n'était pas les Blue Stars. Je sais pas encore c'est quel orchestre, mais ce n'était pas les Blue Stars. Et quand Fano dit ça, on écoute Fano. C'est l'expert. Bon, allez, juste après ce journal, dans le supplément pays, Valérie Linton, vous la connaissez, celle qui officie tous les mercredis soirs dans le Wishy Wishy. Dans C'est la rentrée, demain sur Radio Pays, dès 20h, va venir nous parler de cette nouvelle saison avec Rosie, qui fait également partie de l'équipe, savoir ce qui nous attend et de quelle manière, les amis, vous allez venir le mercredi soir nous rejoindre et parler de sexe sans complexe sur Radio Pays au 05 94 36 36 06. On en parle dans le supplément. Vous êtes conviés également pour y apporter vos avis comme d'habitude et cela jusqu'à 9h. Mais pour l'instant Arnaud, nous revenons sur ce que vous disiez en titre, cette question que nous posons d'ailleurs depuis ce matin. La SARA doit-elle arrêter l'activité de raffinage ? Le rapport de 47 pages soulève un vent de contestation, en tout cas depuis sa publication la semaine dernière. L'IGF, l'inspection générale des finances, a dévoilé les conclusions d'un rapport de 2022 sur la régulation du prix des carburants et du gaz dans les DFA, les départements français d'Amérique. On y apprend que les prix des carburants sont depuis 2011 supérieurs à ceux de l'Hexagone et des Outre-mer et des autres Outre-mer, plus 13 centimes pour le super sans-plan et plus 7 centimes pour le gazole. Les Antiguens se distinguent aussi par une autre spécificité. La SARA, la Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles, elle importe du pétrole brut et le raffine pour obtenir différents carburants, sans-plan, gazole, kérosène pour les avions ou encore le gaz, produits en Martinique qui sont ensuite stockés en Guadeloupe et en Guyane pour y être distribués. Pour le directeur général de la SARA, Olivier Cotta, l'arrêt du raffinage serait catastrophique pour les 3 DFA. Une catastrophe pour 4 raisons essentielles. La première, elle est sociale. On parle de 700 familles, d'un bassin d'emploi sur les 3 territoires qui seraient directement affectés, des emplois directs, des emplois indirects, toutes les entreprises qui nous aident au quotidien à travailler et à assurer le travail, la livraison des carburants. La deuxième raison, elle est également économique. On parle de 40 millions d'euros qui sont injectés dans nos entreprises locales, aussi bien sur la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. On fait vivre tout un environnement par le biais de ces 40 millions. Et je ne parle pas des grands arrêts où on dépense beaucoup plus. La troisième raison, elle est également non négligeable, c'est l'autosuffisance. Aujourd'hui, qu'il y ait un cyclone, qu'il y ait un tremblement de terre, qu'on ait des problèmes de grève, un problème d'approvisionnement, une guerre à l'étranger, nous sommes autosuffisants, nous sommes capables de produire des carburants en quantité, en qualité et dans les temps et en continuité et servir les populations des 3 territoires. C'est fondamental. Et enfin, je voudrais terminer par le dernier point, c'est la transition énergétique, c'est le fait qu'on ait des doctorants, des chercheurs, des ingénieurs antillais et guyanais qui réfléchissent à l'avenir de la transition énergétique pour les 3 territoires. C'est un enjeu vital, fondamental, on doit y arriver. Nous sommes la seule industrie qui soit capable d'y arriver. On fait des propositions, on embarque l'État, on embarque les élus. Ce serait ridicule d'arrêter là-dessus.
Olivier Cotta, le directeur général de la SARA, il répondait à nos confrères d'RCI Martinique. Oui, et puis également, de leur côté, les deux députés s'expriment après la publication du rapport sur les carburants accablants de la SARA. Il a fallu près de 2 ans pour que ce rapport soit rendu public en fin de semaine dernière. Hier matin, Jean-Victor Castor et Davy Riemann ont longuement réagi au rapport de l'Inspection générale des finances qui pointe le fonctionnement de la SARA. La société détient le monopole du raffinage de la distribution des produits pétroliers dans les Antilles-Guyane, mais pour les deux parlementaires, elle n'est pas la seule en cause. L'État organise la vie chère en Guyane, dénonce Davy Riemann. L'État, historiquement, a organisé la mise en place de monopoles, d'oligopoles, sur tous les territoires dits d'outre-mer. D'accord? Ça, c'est l'État et son fonctionnement. Donc, à un moment donné, il faut maintenant ramener de la raison, de la logique de ce que l'on fait, parce que les gens n'en peuvent plus. On ne peut pas continuer à ce que le consommateur soit le dedans de la farce par rapport aux ajustements et aux discussions qu'il y a dans les hautes sphères. Et moi, c'est un préalable que je mets aussi, parce que dans quelques semaines, on aura discuté du budget de la nation pour 2025. Moi, je dis très clairement au gouvernement, attention à ce qu'ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, il va falloir répondre de façon concrète et pérenne aux besoins de notre territoire. Davy Riemann, le député de la 2e circonscription de Guyane, qui était en conférence de presse avec Jean-Victor Castor, a retrouvé en intégralité sur la page Facebook de Radio Pays. C'était un sujet préparé par Florian Royer. Et puis en Martinique, une deuxième table ronde sur la question de la vie chère aura bien lieu, comme il s'y était engagé à l'issue de la première table ronde du 5 septembre dernier. Jean-Christophe Bouvier, le préfet de Martinique, a annoncé qu'il réunira une nouvelle fois les parties prenantes du secteur économique, politique et associatif. Ce sera ce jeudi 12 septembre à 10h en préfecture à Fort-de-France. Pour rappel, le RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources et afro-caribéennes, à l'origine du mouvement de grogne pour l'alignement des prix sur ceux de la métropole, avait quitté la première table ronde face au refus du représentant de l'État de filmer les échanges en direct. Il est 8h08, les enseignants appellent à une journée de grève nationale aujourd'hui. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, les syndicats FSU, SNUP, CGT Éducation et Sud Éducation appellent à la grève nationale ce mardi. En ligne de mire, les évaluations nationales imposées du CP au CM2, jugées contraires à la liberté pédagogique, est inutile face aux véritables difficultés des élèves. Outre la question de ces tests à l'école primaire, les syndicats dénoncent des conditions de travail dégradées, marquées par des classes surchargées et un manque d'attractivité du métier d'enseignant. Les revendications incluent également des recrutements supplémentaires d'enseignants et d'AESH, ainsi qu'une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap. Les syndicats réclament des moyens concrets pour améliorer les conditions de travail et d'apprentissage. On a pu d'ailleurs en parler dès 6h30 avec Suley Jaïr, qui est la co-secrétaire du FSU SNUP IPP, qui donne rendez-vous également à 10h ce matin à l'heure locale pour discuter avec tout le monde, notamment de ces difficultés que les enseignants rencontrent en Guyane. Nous vous en tiendrons informés. Mais pour l'instant, Arnaud, dans le reste de l'actualité, nous revenons sur ce jeune grièvement blessé par balle à la cité Pascaline. Un jeune de 19 ans a été touché par balle, vous le disiez, dimanche soir à Cayenne, alors qu'il se trouvait dans une voiture stationnée. Les faits ont eu lieu à la rue des Buissons Ardents à Cayenne vers 22h. Son pronostic vital est toujours engagé. Pour l'instant, l'agresseur n'a pas été interpellé. À Cayenne, divers produits stupéfiants ont été saisis. Vendredi dernier, lors d'une perquisition, les agents du service territorial de la police judiciaire ont mené une opération dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Pour effectuer cette mission, ils ont été accompagnés par des effectifs de la BAC pour assurer la sécurisation de l'opération. Ils ont dû également compter sur l'aide de Mystique, chienne spécialisée dans la recherche des stupéfiants. Les policiers découvrent donc près de 344 grammes de crack, 112 grammes de résine de cannabis et 178 grammes d'herbe de cannabis. On en parle également ce matin de cette école vandalisée avec le corps enseignant qui était visé. Ça s'est passé durant le week-end à l'école Maurice Belloni à Matoury. Tables, chaises retournées, peinture versée au sol et sur les murs. Les enseignants ont découvert les dégâts hier matin. Selon les premières constatations, le ou les individus seraient rentrés par la fenêtre retrouvée dégradée. Sur le tableau, les malfaiteurs ont pris le temps d'écrire « On va vous tuer », des menaces de mort qui inquiètent la communauté éducative de l'établissement. Le maire de Matoury, Serge Smock, déplore de gros dégâts qui contreviennent aux intérêts des jeunes scolarisés. On l'écoute. Je trouve que c'est vraiment malheureux. Moi, je n'ai pas de mots pour exprimer donc mon mécontentement. Je veux simplement, pour l'instant, non pas parler de moi, mais surtout parler des enseignants et du personnel d'école qui arrivent un lundi matin, en période de rentrée scolaire,
Mais je veux dire, il faut qu'on s'arme de courage pour ne pas se laisser démoraliser par rapport à ces actes gratuits de vandalisme qui n'amènent à rien. Il s'agit d'une école, qui est un sanctuaire pour la jeunesse, pour la société. Et lorsque vous voyez ça, eh bien, je comprends que les agents aient pris un coup au moral. Enfin, la sécurité, c'est un axe majeur pour moi, dès ma prise de fonction. Donc, il y a des établissements où il y avait dans ces logements de fonction. Nous avons fait ce qu'il faut donc pour faire occuper ces logements de fonction. Donc nous allons continuer, nous allons faire notre travail. Il faut vraiment que les gens se ressaisissent pour aller faire autre chose que ça. Quoi. Ça n'a pas de mots, ça n'a pas de sens. Une réaction de Serge Smock, le maire de Matoury, recueilli par Pedro Polanco, à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays. Et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ambulance du SMUR, du centre hospitalier de l'Ouest guyanais, qui est cassée. Le véhicule a été touché par des jets de pierre endommageant ses vitres. L'ambulance transportait un bébé médicalisé en couveuse et l'agression a eu lieu à l'arrivée à l'aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous allons rester à Saint-Laurent encore, Arnaud, pour cette fois-ci une note un peu plus positive avec le campus Kamala Gouli Connect qui s'étoffe. De nouveaux bâtiments sont sortis de terre et ont remplacé les préfabriqués dans lesquels les étudiants suivaient leurs cours. Ces nouveaux bâtiments permettent de proposer de nouveaux services aux 300 étudiants qui ont pour obligation de passer au moins 20 heures par semaine sur le site. Le campus doit rayonner partout dans l'Ouest et s'implanter dans d'autres communes, espère Michael Papayo, premier adjoint à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni et délégué aux grands travaux de la ville. Nous n'avons pas de campus universitaire à proprement parler sur Saint-Laurent-du-Maroni. Nous, on est parti de ce constat pour pouvoir offrir une solution à notre jeunesse et puis aux gens qui souhaitent faire une reprise d'études. Donc, c'est un véritable pôle formation. Pour nous, déjà, la Digital Academy et le campus connecté, qui sont deux concepts assez différents parce que le campus connecté suit le parcours universitaire classique et puis la Digital Academy, vous pouvez faire toutes sortes de formations qui sont dispensées à distance au niveau de la Digital Academy. C'est un véritable pôle formation pour l'Ouest guyanais. Là, on essaye de nouer des nouveaux partenariats pour pouvoir, à l'avenir, peut-être installer d'autres bâtiments de ce type qui offrent des formations à distance dans les autres communes de la CCOG. Michael Papayo, premier adjoint à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, il répondait à Florian Royer. On parle également ce matin, Arnaud, de la santé mentale qui est au cœur des débats durant 2 jours. Les premières assises de la santé mentale et de la psychiatrie de Guyane débutent ce mardi. L'événement propose durant 2 jours des échanges avec près de 200 acteurs de cette filière médicale aux côtés du professeur Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Ils apporteront des réflexions sur la situation chez les mineurs, les aidants ou encore chez les migrants sur le territoire. Il s'agira également d'aborder les conséquences des violences intrafamiliales et conjugales sur la santé mentale des victimes et d'apporter une meilleure coordination des acteurs de la filière. Les 2 jours de débat qui aboutiront à la signature d'une convention relative au plan territorial de santé mentale pour clôturer ces assises. Nous parlons basket ce matin avec un nouveau président à la tête de la Ligue de basket de Guyane. L'élection a eu lieu au mois de juillet. Après 8 ans de présidence de Roland Darnal, c'est Alain Anissette qui prend la tête de la Ligue. Aujourd'hui, le basket en Guyane représente à peu près 6% des licences sportives selon l'INSEE. C'est le 4e sport le plus pratiqué sur le territoire, loin derrière le football qui caracole en tête du classement. Alors que la Ligue va bientôt fêter ses 60 ans d'existence, Alain Anissette est passé sur Radio Pays pour détailler sa feuille de route des 4 prochaines années. Le basket guyanais se porte bien, il faut continuer à le développer, a-t-il détaillé. Depuis après la Covid, nous avons eu une augmentation de licences et de pratiquants qui sont même venus à la Ligue de basket. On était à 1200 licenciés avant la Covid et maintenant nous sommes à près de 2000 licenciés pour ce sport. Donc ça se porte bien. Le comité précédent a fait un travail, donc à nous de continuer ce travail et d'apporter un peu plus de ce qu'il y avait auparavant. Mais ça se porte bien, on fait tout au niveau des jeunes. Pratiquement la plupart des catégories ont une compétition qui représente quand même la Guyane, soit en club ou en sélection. On veut que les gens viennent pratiquer ce sport-là, qui est un beau sport, et on le voit à la télé, on le voit, tout le monde maintenant, c'est le basket NBA, ils ont vu pour les Jeux Olympiques, tout le monde, c'était Stephen Curry, c'était le LeBron James, mais il faut quand même, ce sport-là, le pratiquer, l'apprendre bien, et de façon qu'on puisse avoir ce niveau-là.
Alain Anissette, le nouveau président de la Ligue de basket de Guyane, et il répondait à Victor Zamit dans l'invité du 7h. Une émission à retrouver sur les plateformes streaming de Radio Pays. Puis la nouvelle saison de basket commencera ce samedi avec le trophée des vainqueurs. L'affiche chez les féminines, ce sera l'ASL Sport Guyanais face à l'US Sinamari. Puis chez les hommes, ce sera le Cosma face à la Tour de Cayenne. Oui, ça fait rêver tout le monde la NBA, même les plus grands et surtout les plus petits. Allez, on poursuit avec du foot, ça fait également rêver. Deuxième match décisif pour les Yanadoko dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Après la défaite vendredi de la sélection de Guyane face au Nicaragua, 1-0 à domicile, la sélection de Guyane de foot affrontera l'équipe de Trinidad et Tobago. Il s'agira d'une rencontre entre les deux perdants de la première journée. Trinidad a essuyé un 4-0 face au Honduras. Au classement, la Guyane et Trinidad sont successivement avant-dernier et dernier du groupe A. Pour ces deux équipes, ce duel s'annonce donc capital pour leur maintien dans la compétition et la qualification pour la Gold Cup en 2025. Les Yanadoko sont arrivés dimanche soir à Tobago après 12 heures de trajet et ils se portent bien, nous confie leur coach Jean-Claude Darcheville. Ils ont mené d'ailleurs un dernier entraînement, c'était hier soir. Ça va le faire, et ça va le faire même. On est derrière nous, Yanadoko. Le match, c'est quand vous avez dit ? C'est ce soir. Ce soir à Trinidad. Bon, voilà. Écoutez, demain on parle de cette victoire dans votre journal. On termine avec des nouvelles d'Haïti. Anthony Blinken qui annonce une nouvelle aide au pays. Nous sommes avec vous. C'est la déclaration formulée en français cette semaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine en visite dans la capitale de Port-au-Prince cette semaine s'est engagé sur un financement à hauteur de 45 millions de dollars. Il en a d'ailleurs profité pour encourager les autres pays à contribuer au financement de la force internationale dans le pays, toujours en proie de la violence des gangs. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes de retour juste avant le Allo Malik de Malik Kataye et je vous retrouve également dès demain matin, 5h au tout début de ce Pays Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci Kylian. Actualité chargée aujourd'hui, donc il y aura énormément de choses à écouter pour le 13h de Radio Pays, juste après le grand forum. Dans quelques minutes, le supplément Pays qui s'installe, Valérie Linton est mon invité. Nous parlerons de la rentrée de Wishy Wishy demain soir, mais pas que. Vous serez les bienvenus pour poser vos questions comme d'habitude au 05 94 36 36 06. Notez bien le numéro de téléphone, le tout nouveau numéro de téléphone du standard de Radio Pays, le 05 94 36 36 06. Très bon début de journée à tous, il est 8h19. Avec Radio Pays, l'essentiel de l'info se partage en continu sur le hashtag Pays Info et sur radiopays.com. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel.